On travaille à trois niveaux. Le premier niveau, voire même quatre. Le premier niveau, c'est d'abord au niveau de l'organisation communautaire. Parce que si l'organisation communautaire ne travaille pas à favoriser la participation des enfants, elle ne peut pas préparer les enfants à pouvoir participer effectivement au niveau familial ou autre. Donc, oui, on travaille à ce que l'organisation communautaire puisse, dans ses textes, dans ses pratiques, dans ses process, intégrer la participation des enfants avec tout un accompagnement sur le plan technique. À côté de cela, il y a également le niveau scolaire, où on essaie aussi de voir dans quelle mesure, au niveau des écoles, on peut favoriser des clubs, des cadres de participation scolaire des enfants, en encourageant les enseignants à être même les facilitateurs, les encadreurs de ces clubs. Le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle les clubs espaces communautaires. Parce que peut-être on peut avoir des enfants qui ne sont pas dans les mêmes écoles, ou bien qui habitent le quartier, qui ne fréquentent. Acteurs du changement, bonjour. Bienvenue sur le podcast Rethink Social Change, où j'invite les praticiens du changement social à partager leur expérience pour améliorer collectivement comment on conceptualise, met en œuvre et mesure les résultats des projets et programmes de changement social à travers le monde. Moi, c'est Ratiba Cherif. J'ai travaillé pour quelques-unes des plus grandes organisations de changement social pendant plus de 20 ans sur 4 continents pour les aider à mieux concevoir leurs projets, à tirer de la mise en œuvre les leçons pertinentes et à mesurer leurs résultats. Avec mon jeu Rethink Social Change Cards, j'invite les acteurs du changement comme vous à partager ce qui marche, ce qui ne marche pas et pourquoi, de manière assez atypique. Je mélange le jeu de 54 cartes et en tire 4 pour guider notre conversation. Donc si vous êtes prêts à découvrir des histoires authentiques, sans script ni jargon, allons-y pour l'épisode du jour. Je me suis parée de tresse pour accueillir mon invité du jour. Non, je rigole. J'ai le plaisir d'avoir Khadim Dieng sur le podcast. Je l'ai rencontré à Tambacounda, au centre du Sénégal, il y a une dizaine d'années. À l'époque, l'USAID avait lancé le Grantee Development Programme, le DGP, pour le renforcement des organisations nationales dans de nombreux domaines. Et ces dernières choisissaient ce qu'elles voulaient renforcer. J'ai appuyé 3 d'entre elles qui voulaient améliorer leur système de suivi-évaluation. Une véritable chance que de trouver Khadim à la tête du département suivi-évaluation de GADEC, le groupe d'action pour le développement communautaire. Nous avons donc travaillé ensemble une semaine durant à la refonte complète du système de suivi-évaluation de l'organisation, qui nous a même conduit à formuler des recommandations sur le plan stratégique. Ce qui me plaît particulièrement, c'est que Khadim vit vraiment sa vision du développement. Avec 29 ans de parcours professionnel dans le développement et l'humanitaire, il s'est particulièrement investi dans les activités donc, de suivi et évaluation sur les thématiques de développement organisationnel et institutionnel, de sécurité alimentaire et de WASH. Depuis 10 ans, il s'est focalisé sur l'enfance, plus particulièrement sur la participation infanto-juvénile, en encourageant les approches innovantes d'évaluation qui mettent l'enfant au centre comme acteur de changement, auprès de l'organisation suisse Terre des Hommes. Je sais que c'est de cela qu'il va nous parler, comme à chaque discussion que j'ai avec lui. Espérons que le hasard des cartes nous mènera à un échange intéressant. On le rejoint. Khadim, tellement heureuse de t'avoir sur le podcast. Bonjour. Bonjour, Ratiba. Tu reviens d'un très très long voyage. Merci de m'accorder ce temps de conversation. Ça fait très très longtemps qu'on avait parlé de cette conversation. Je suis heureuse qu'on puisse la faire ensemble. Plaisir partagé. Alors, oui, Khadim, tu sais comment ça va se passer. Je vais battre les cartes, je vais en tirer 4. Les 4 mots vont guider notre conversation. Donc, je vais faire ça maintenant. Dans ta présentation, j'ai un peu parlé de comment on s'était rencontrés à Tamba, Ouais, Tamba. euh, à Tambacounda. On a travaillé sur le suivi-évaluation, Mhm. la revue complètement du système de GADEC. Mais surtout, je me souviens, Khadim, c'est que à la fin, pas tout à fait à la fin de la semaine, mais en tout cas, on a réalisé que l'exercice qu'on avait fait de revue de chacun des projets de GADEC nous avait mené à revoir même et à inviter le management de GADEC à réfléchir sur le plan stratégique, à repenser le plan stratégique. Et ça a été vraiment très intéressant parce que ça a montré l'utilité de ce genre d'exercice. Tu vois? Tout à fait.
C'était Je en sais pas si tu te 2010. souviens de ça. En tout cas, moi, ça m'avait C'était marqué. en 2010, C'était en 2010, exactement. Ah, ça fait donc 14 ans. déjà. Je croyais que ça fait 10 Hier, ans, mais ça fait 14 ans. Ouais, ouais, ouais. effectivement. Ouais. Alors, j'ai les cartes là. Hmm. Donc, les cartes. On a les bénéficiaires du projet sur lesquels tu travailles, donc les bénéficiaires, Mhm, qu'on va parler d'eux. Tu nous diras qui ils sont et ce que ça signifie pour toi. Ensuite, on va parler de partenariat, de construction de partenariat, build mhm, partnership, mhm. d'accord, dans ton travail. On va parler de pérennité, sustainability. Donc, pérenniser les acquis, pérenniser les systèmes qu'on met en place, les approches qu'on met en place. Tout à fait. Et au niveau du changement, ça c'est une carte de changement, on va parler de changement organisationnel. OK? C'est bon. Donc, on peut commencer là où tu le souhaites. Je ne sais pas si ces cartes te font penser à des projets en particulier. Tu peux commencer là où tu l'entends. Je commence par la carte bleue. La carte bleue, qui est les partenariats. Les partenariats, voilà. Parce qu'aujourd'hui, Voilà. en tout cas, Parle-moi un merci. peu de... Oui. Oui. En tout cas, c'est une opportunité après toutes ces années où on ne s'est pas revu, mais on a su garder quand même le lien très fort qui est quelque part, en tout cas, notre centre Oui. d'intérêt qui est tout ce qui est 1000, suivi évaluation. Parce qu'on pense que si aujourd'hui il Mm. est important, si on veut donner en tout cas une appréciation positive et objective du travail que nous faisons en matière de développement, il est essentiel de savoir se regarder dans la glace objectivement et de pouvoir apprécier le travail que nous faisons. Donc, par rapport au partenariat, aujourd'hui, il y a la problématique, ou bien sur l'actualité, on parle beaucoup de localisation, qui aujourd'hui devient un élément Mm. clé dans le cadre du travail que nous faisons sur le terrain. Depuis 10 ans, j'ai rejoint une organisation Mm. internationale qui s'appelle Terre des Hommes Suisses, qui travaille essentiellement dans la promotion et la protection des droits des enfants. Et l'approche que nous avons Mhm. au niveau de Terre des Hommes, c'est de ne pas faire du travail up-down, mais de nous appuyer sur des organisations locales qui ont un fort ancrage communautaire dans leur zone d'intervention et qui travaillent sur les questions de l'enfance. Khadim, tu parlais tout à l'heure de localisation. Tout à fait. Ouais, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ça, que tu me dises c'est quoi ta compréhension de ça et comment c'est compris et perçu et mis en œuvre là où tu es. Merci. Donc, je disais que donc aujourd'hui, nous, l'approche que nous développons davantage, c'est d'aller directement identifier des organisations sur le terrain, de discuter avec, donc ce qu'on appelle la phase d'identification, qui est un contact direct avec les organisations dans la zone, dans la localité, de discuter sur ce qu'ils font, les questions de gouvernance, donc de redevabilité, les questions liées à ce qu'ils font en termes de services pour les communautés. Et sur cette base-là, si on se rend compte que nous avons des atomes crochus, si je peux l'appeler ainsi, ça nous permet tout de suite de voir ensemble des pistes de collaboration. Et là, dans cette localisation en lien avec cette question de partenariat, on essaie de lancer ce que nous appelons une phase pilote, puisque nous, on est dans une logique de partenariat sur 12 ans, ce qui nous permet pendant cette période de phase pilote de 18 à 24 mois d'apprécier les capacités de l'organisation, de sa façon de faire, de travailler, les questions de gouvernance. Et si on se rend compte sur la base d'une évaluation de cette phase pilote qui est positive, ça nous permet ensuite de nous lancer dans ce que nous appelons le partenariat régulier. Et ce partenariat régulier peut durer jusqu'à 8 ans avec tout un processus d'accompagnement. On va y revenir sur l'une des cartes liées aux questions de pérennisation. Et là, on a une dernière partie Hmm. sur les 12 ans qui sont les 4 dernières années qui nous permettent de mettre beaucoup plus de focus sur comment accompagner l'organisation à s'autonomiser dans une certaine mesure et à pouvoir se prendre en charge au terme de ce partenariat sur 12 ans. Donc, c'est un peu comme ça que nous percevons aujourd'hui l'approche partenariale dans le travail que nous faisons avec les organisations locales, que ce soit au Sénégal, au Mali, au Burkina, en Haïti, les pays où effectivement j'assure la coordination régionale.
Hmm. D'abord, la chose de ce que tu dis qui m'interpelle le plus, c'est le fait que vous ayez des partenariats, vous avez une vision long terme un peu du partenariat. C'est-à-dire quand on pense à 12 ans, on voit le changement se faire, on peut ajuster. C'est une vision beaucoup plus longue. Je me souviens quand on travaillait ensemble justement sur la revue de l'évaluation, du suivi évaluation de GADEC, on s'était un peu, on a vraiment remarqué que la projectisation, le fait qu'on avait des tas de petits projets, rendait la tâche très difficile à harmoniser et à avoir une espèce de pérennisation des acquis, puisqu'il fallait aller chercher, quand le financement s'arrêtait, le projet s'arrêtait, des fois c'était repris tout de suite après, des fois on perdait un peu les acquis, il fallait tout reprendre à zéro. Mais la vision qu'a des hommes suisses, c'est que ça a une vision beaucoup plus installée, j'allais dire, au Tout à fait. Sénégal. Et à Haïti et au Burkina Faso, puisque c'est les pays aussi que tu Au couvres. Mali, Alors, dis-moi, et au Mali. Alors, dis-moi, s'il te plaît, Khadim, je voulais juste savoir, vous travaillez toujours avec les mêmes, au terme de ces 24 mois, premiers 24 mois, vous lancez donc cet espace de partenariat beaucoup plus long terme, plus établi. Les organisations changent à ce moment-là ou bien vous arrivez à maintenir les mêmes sur une douzaine d'années? donc, avec une organisation, la logique, c'est de travailler sur 12 ans. Mais effectivement, pourquoi ces 12 ans aussi, quelque part, on se rend compte, comme nous travaillons sur la cible enfant, il est très difficile quand même d'apporter des changements durables, n'est-ce pas, transformationnels, qu'on peut observer sur l'enfant dans des délais d'une année, 2 ans, voire 4, 5 ans. Parce que le processus est beaucoup plus complexe, surtout quand vous devez travailler dans une logique d'approche droit, où vous devez aborder les questions d'éducation, de protection, d'éducation durable, donc des questions liées à la promotion de leurs droits. Donc ça, c'est des sujets qui sont plus ou moins soft. Et ce qui est soft très souvent, c'est très difficile à installer que quand vous êtes dans des logiques d'action Hmm. hard, où c'est juste des réalisations que vous faites. Si vous construisez une école, là, vous finissez rapidement, après, on peut occuper. Mais quand vous devez assurer, par exemple, l'éducation pour un enfant, en veillant à ce que les critères de qualité de maintien soient là, il est important de se dire, par exemple, quand un enfant de 5 ans, 6 ans rejoint l'école, il lui faut en moyenne 6 à 7 ans dans le cycle primaire. Donc, si vous voulez accompagner pour garantir à cet enfant un accès, un maintien et finalement l'achèvement, il est important que durant ces 3 phases par rapport à l'enfant au niveau du système éducatif primaire, qu'on garantisse en tout cas que l'enfant puisse avoir tous les éléments qui lui permettent, tous les services qui lui assurent d'avoir une éducation de qualité. Et c'est là l'importance en tout cas de travailler avec ces organisations dans la durée. Maintenant, pendant ce temps, évidemment, par rapport à la question, on peut effectivement identifier d'autres organisations avec lesquelles nous travaillons. Mais ce qui est clair, c'est que pendant ces 12 ans, c'est ce que nous appelons, nous, le partenariat régulier, qui est appuyé, qui est soutenu par un appui Hmm. technique et financier. Ce n'est pas seulement la subvention qui est là, mais surtout ce qui est renforcement organisationnel, institutionnel de la structure pour qu'elle soit à même de mieux apporter des solutions durables aux communautés. Donc maintenant, il peut arriver qu'effectivement, Mhm. durant la phase pilote, que ce ne soit pas concluant parce que tout simplement, l'organisation en termes de gouvernance, en termes de qualité d'intervention ne suit pas, ou bien en tout cas, la greffe ne tient pas avec les communautés. Là, on est obligé d'arrêter et de nous tourner vers d'autres organisations pour relancer le processus de phase pilote et poursuivre. Maintenant, ce qui est clair, c'est qu'au terme des Hmm. 12 ans, nous avons ce que nous appelons le partenariat stratégique. Parce qu'on considère que l'organisation aura développé assez d'expertise sur les questions liées à la protection de l'enfant, aux questions de promotion de ses droits, d'interpellation des autorités, de participation des enfants. Et sur cette base-là, nous, Terre des Hommes, on invite ce partenaire à développer le partenaire, ça veut dire à travailler sur des questions de plaidoyer, de lobby, mais aussi de voir comment cette organisation peut servir de modèle à d'autres organisations qu'on va enrôler dans notre portefeuille de partenariat et qui puissent servir de modèle de référence par rapport au travail que nous avons eu à faire avec cette organisation précédente. Hmm. Hmm. C'est très, très intéressant.
quand tu parles de partenariat, et je comprends que vous travaillez avec les organisations locales, Tout à fait. je sais, le partenariat, c'est clair ce que vous apportez. Vous apportez donc des capacités, du savoir-faire, des outils. Donc vraiment, je vois clairement ce que vous pouvez apporter de l'organisation, donc aussi des systèmes d'organisation, des process, j'imagine aussi. Qu'est-ce que Oui, ces organisations locales-là, quelle est leur valeur ajoutée pour vous? Qu'est-ce qu'elles vous apportent? Parce qu'un partenariat, c'est égal à égal, c'est donnant-donnant, tout et à fait. ensemble, hein, c'est le win-win. Donc, qu'est-ce qu'elles vous apportent? Ce qu'il nous apporte déjà, nous, vous savez, en tant que partenaire financier, naturellement, nous apportons l'argent qui est le nerf de la guerre. Mais l'avantage avec ces organisations, c'est que ça nous permet de, en tout cas, d'accélérer l'atteinte de nos objectifs. Parce que ce que nous avons au niveau de Terre des Hommes, nous avons ce que nous appelons un plan d'action sur 4 ans, avec des objectifs définis qui s'alignent aux objectifs de développement durable, n'est-ce pas, par rapport également à l'agenda et aux orientations stratégiques de notre principal bailleur, qui est la coopération suisse. Et donc, sur cette base-là, nous définissons des objectifs, des résultats, des indicateurs. Maintenant, ce qui est clair, c'est que comme nous ne faisons pas d'intervention directe sur le terrain, ce sont les organisations locales avec qui nous contractualisons qui mettent en œuvre ces actions sur le terrain. Donc, ça veut dire que en termes de deal, donc ce qui est important, c'est que ce partenaire-là s'engage quand même à côté de nous par rapport aux objectifs sur lesquels on s'est engagé vis-à-vis de notre bailleur de fonds. Ça, c'est un élément important. L'autre élément, Mhm. c'est qu'on s'engage aussi à apporter des changements durables en lien avec l'agenda 2030. Maintenant, sur ça, on se rend compte que nous seuls, Terre des Hommes, avec nos ressources, ça ne permet pas de le faire. On a besoin de travailler avec des organisations. Et pour toucher aussi les enfants, on sait que nous, par rapport à notre statut, notre position institutionnelle, ça ne nous permet pas d'être en contact avec les communautés, avec les populations, avec les enfants. Donc, ce link-là, ce sont ces organisations-là qui le font. Ce qui nous permet, en tout cas, nous, d'être à équidistance et de ne pas donner l'impression que nous sommes là pour faire du pilotage à vue ou bien qu'on est là pour imposer à des organisations de devoir travailler sur ces questions. Parce que quelque part, la question de l'enfance est très sensible, Mhm. surtout dans nos communautés, dans nos réalités socio-culturelles. Donc, étant organisation internationale, la façon dont tu es perçu quand tu viens travailler avec les communautés, c'est comme si tu veux transformer les modes de vie, de pensée des gens. Surtout aujourd'hui, avec les problématiques, les thématiques nouvelles que les gens abordent de plus en plus, liées aux orientations Mhm. sexuelles, etc. Si vous n'y prenez garde, les gens Mhm. n'arrivent pas Mhm. à comprendre pourquoi on est là pour appuyer. Je donne un exemple très précis. Aujourd'hui, on Mhm. a un partenaire ici au Sénégal qui travaille sur la problématique des enfants talibés. En- A priori, au départ, il y avait beaucoup de perceptions négatives sur quand on leur parlait de participation des enfants et des jeunes, quand on leur parlait de pédagogie non violente, quand on leur disait qu'il faut laisser les enfants à côté de l'apprentissage du Coran, leur donner la possibilité de créer une passerelle en leur offrant l'opportunité d'aller poursuivre les études à l'école formelle. Pendant 2 ans, il a fallu beaucoup de pédagogie, beaucoup de discussions avec l'organisation partenaire de Yirim qui est à Djurbel pour que le partenaire s'approprie de ces concepts pour finalement arriver à introduire ces pratiques, ces modèles au niveau des DARA qui aujourd'hui quand même adoptent ces modèles où les enfants, pour presque 90%, sont inscrits à l'école formelle. De moins en moins, les enfants sont frappés dans les DARA. De plus en plus, on a mis en place ce qu'on appelle des collèges de participation des enfants où les enfants se retrouvent et interpellent les autorités, les maîtres coraniques. Mais ça, nous, en tant que Terre des Hommes, si on devait faire une intervention directe avec nos équipes terrain, on n'aurait jamais pu avoir d'abord le langage nécessaire pour leur parler, créer le link qui nous permet de développer ce canal, qui permet cette réceptivité et ne pas freiner, en tout cas, le développement tel que nous, on le perçoit aujourd'hui sur le terrain. En tout cas, ces organisations, pour nous, on ne les considère pas, on est devant, ils sont derrière, ou on est derrière, ils sont devant, mais c'est comme si deux personnes qui marchent côte à côte et qui arrivent à s'épauler mutuellement. En tout cas, c'est le Mhm. symbole que nous, on essaie chaque fois de pouvoir montrer aux partenaires locaux pour leur dire que, écoutez, il n'y a pas de raison que vous ayez ce complexe
Surtout que l'avantage de Terre des Hommes aussi, c'est que dans nos pays d'intervention, il n'y a pas d'expatriés. Dans tous les pays, ce sont du personnel local, depuis les responsables institutionnels qui représentent l'organisation dans le pays, jusqu'aux chargés de programme, tous c'est du personnel local. Donc, il n'y a pas d'expatriés. Donc, ce qui veut dire que la connexion est encore mieux perçue par les bénéficiaires et les partenaires. Bien sûr. Ah, bien sûr. Et de l'exemple que tu as donné des daras, qui sont les écoles coraniques, ça permet de montrer justement, je pense que cette entrée, ce point d'entrée-là n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas la compréhension de Terre des Hommes Suisses, du staff de Terre des Hommes Tout à Suisses, fait. des problématiques et des normes sociales. Mhm. Je voulais parler de deux choses. Est-ce qu'il y a un désaccord entre des normes sociales de droits de l'homme, etc. Tu as touché un peu à ce point-là en parlant des Dara. Euh, Entre ça et la vision que vous avez des droits de l'homme, des droits des enfants, on va dire. Donc, je voulais dire que donc, nous, l'avantage, c'est que quand nous élaborons notre programme sur 4 ans, ça veut dire qu'il y a un travail de diagnostic que l'on fait sur le terrain dans nos pays d'intervention. Parce que Terre des Hommes intervient dans 10 pays à travers l'Afrique, l'Inde, l'Amérique latine. Mais maintenant, il y a cet exercice qui est fait en amont, qui permet de consulter les partenaires, même les enfants, pour voir par rapport aux problématiques sur lesquelles nous travaillons. Maintenant, nous, naturellement, sur l'ensemble des droits des enfants, nous avons identifié essentiellement 4 droits sur lesquels nous travaillons pour mieux développer notre expertise sur ça, parce qu'on ne peut pas toucher tous les domaines. D'abord, le premier domaine, c'est thématique, c'est sur la participation des enfants et des jeunes, qui est un des principes de la Convention des droits de l'enfant. Le deuxième élément, c'est de travailler sur promouvoir les droits des enfants, qu'ils connaissent davantage leurs droits pour pouvoir les réclamer. Le troisième élément, c'est dans ces promotions des droits, il y a tout ce qui est aujourd'hui la thématique liée à l'éducation, au développement durable et à la solidarité. L'autre élément qui est d'actualité dans nos pays en voie de développement, c'est la question de l'éducation, qui est un élément clé. Et l'autre élément, on se rend compte que aussi les questions liées à la protection de l'enfant, les violences basées sur le genre, les violences sur les enfants, c'est des éléments qui sont là et qui nous interpellent. Et c'est sur ces thématiques-là que nous travaillons. L'autre élément, pour éviter cette perception que les gens peuvent avoir qu'effectivement on leur impose, c'est de venir discuter avec eux à travers des échanges, des rencontres qui permettent de nous accorder sur leurs lignes directrices et sur nos lignes directrices et d'arriver ensemble à mener des actions ensemble sur le terrain. Mais en aucun moment, il ne s'agit pour nous, Très et bien, d'ailleurs ce très sont les intéressant. partenaires eux-mêmes qui proposent leur plan d'action sur la base seulement de nos objectifs et résultats que nous nous visons. Et c'est à eux de voir quels sont les besoins sur lesquels ils veulent intervenir et nous travaillons sur cette base avec eux. Et Khadim, tu as mentionné la protection sociale, l'éducation à plusieurs reprises. Est-ce que vous avez aussi des partenariats avec des institutionnels ou organisationnels beaucoup plus larges? Et comment est-ce que vous arrivez à entretenir finalement ce dialogue à trois, vous, vos partenaires locaux, les organisations locales et les institutions de tous ces secteurs qui touchent aussi à l'enfant? On s'était rendu compte en 2015, tu sais, en 2015, il y a l'évaluation des OMD, et il était ressorti qu'il y a beaucoup des indicateurs qui n'étaient pas atteints. Il y avait beaucoup des indicateurs qui n'étaient pas atteints. Et là, les organisations internationales qui travaillent sur l'enfance, comme Save the Children, Child Fund, World Vision, SOS, n'est-ce pas? Donc, Fédération Terre des Hommes Suisses. Donc, ces organisations, plan international, ces 6 grandes organisations se sont réunies en 2017 pour créer ce qu'ils appellent Joining Forces. Agir ensemble pour faire progresser les droits des enfants à l'horizon 2030. Et aujourd'hui, donc, on a cette coalition Joining Forces. Et l'un des objectifs de Joining Forces, c'est de pousser les États à respecter les engagements sur les droits des enfants qu'ils ont pris. Ce qui fait qu'au Sénégal, par exemple, et comme au Mali, Burkina, etc., on a Joining Forces dans ces différents pays. Et il y a la coalition au niveau global. Ce qui fait que donc déjà aujourd'hui, on sait que seul, on n'a pas pu faire progresser les droits des enfants. Mais depuis 2017, il y a ce travail que nous faisons ensemble dans les différents pays où on va interpeller directement les autorités, où aujourd'hui on a plus maintenant, on s'est fait un code de conduite, c'est de dire que s'il y a une opportunité où
la nécessité d'aller rencontrer une autorité, soit ministérielle ou bien autre, on y va ensemble. Ça veut dire que c'est l'ensemble des directeurs pays de ces 6 agences qui vont ensemble pour parler d'une seule voix. À côté de cela aussi, nous avons nos partenaires locaux qui agissent au niveau communautaire. Parce qu'on a ce qu'on appelle les comités de développement de protection, départementaux de protection de l'enfant au niveau local. Et généralement, nos partenaires aussi sont assez outillés. Comme ça, les thèmes de plaidoyer que nous identifions avec ces partenaires peuvent les poser au niveau local, communautaire, départemental, régional, et nous au niveau global, niveau institutionnel, qui avons beaucoup plus de facilité d'interagir avec les autorités au niveau central, il nous est beaucoup plus loisible de pouvoir les interpeller sur ces questions. Et par exemple, tout récemment, au moment de préparer le rapport du Sénégal, donc il fallait être présenté au niveau du comité des droits, des experts des droits de l'enfant à Genève, il y avait tout ce travail qui a été fait avec les organisations communautaires, avec nous, avant que ces éléments-là soient versés dans le rapport officiel du Sénégal qui a été présenté au comité des droits de l'enfant à Genève. Donc, pour montrer qu'il y a ce link que nous faisons, parce qu'à nous seuls, on sait qu'on a beaucoup de limites pour pouvoir faire changer des décisions. Aujourd'hui, tu vois, par exemple, au Sénégal, il y a le projet de code de l'enfant, par rapport à ta question précédente, où on s'est rendu compte qu'il y a des questions sensibles qui sont abordées dans ce projet de code de l'enfant. Entre autres, donc, de pouvoir relever l'âge du mariage à 18 ans, parce que jusque-là, c'est à 16 ans. Est-ce que tu vois? Ça, c'est un exemple précis. L'autre élément, ça abordait aussi les questions liées à comment gérer les questions de famille, le code de la famille, par exemple, qu'il fallait revoir, donner plus de pouvoir aux femmes. Mais sur ces choses-là, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de blocages au niveau institutionnel et voire même au niveau religieux. Et maintenant, il y a aussi le protocole de Lesotho, où on avait dit que il était prévu que, par exemple, quand une jeune fille est victime de viol et qu'effectivement, elle doit avoir la possibilité de se faire avorter pendant les premiers mois, là, c'est des éléments qui sont dans le projet de code, mais qui créent des balais de blocage. Donc, il y a tout ce travail-là de plaidoyer, de lobby, mais aussi de pédagogie qu'il faut faire pour pouvoir faire évoluer, en tout cas, ces blocages que nous notons jusque-là sur ces questions. Mais pour nous, la stratégie, c'est d'aller ensemble, comme on l'a dit, journey Infosys. Comme ça nous permet de pouvoir interpeller les autorités ensemble sur les problématiques qui concernent les enfants. Ouais. Tu me parles de... J'aime beaucoup parce que c'est comment? Avançons ensemble pour aller plus loin, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Être seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Ensemble, on va plus loin. Tout à Et, fait. ouais. Et c'est aussi lié à... Parce que c'est des points sensibles que vous touchez, où il faut faut qu'il y ait beaucoup de discussions, beaucoup de appréciation du point de vue de l'autre. Tu vois, dans la discussion, il faut aussi respecter justement les pratiques religieuses ou les lectures des pratiques religieuses, etc. Donc ça demande beaucoup de temps et beaucoup de discussion, de partage, de réflexion. On peut pas juste venir comme ça et espérer que ça va changer. D'où Tout à fait. encore l'importance de, comme tu disais tout à l'heure, de projets à un peu long terme pour pouvoir voir évoluer, changer les mentalités. Est-ce que du côté institutionnel, gouvernemental, on vous suit, le ministère de l'Éducation, tous les services centralisés, décentralisés liés à la protection des enfants, est-ce qu'ils vous suivent? Oui, par exemple, on se rend compte, si je prends juste l'exemple précis du Sénégal, hein, aujourd'hui, il y a un nouveau pouvoir qui est arrivé depuis le mois d'avril, un nouveau gouvernement qui est installé. Et on sait que c'est le ministère de la Justice qui s'occupe de tout ce qui est enfants en conflit avec la loi. Mais aussi tout ce qui est lié au projet de loi tel que le Code de l'enfant, etc. C'est aussi ce ministère qui a à charge de cela. Mais tout de suite, on a eu, au nom de Dieu Infosys, d'aller rencontrer le ministre de la Justice. Quand on lui a demandé une audience, il a automatiquement accepté. Et tous les dossiers qu'on lui a présentés, par exemple, sur le fait de maintenir les enfants des mineurs qui ont fait soit des délits ou autres en détention, que ça ne se justifie pas. On peut trouver d'autres formules.
Et là, il a été très ouvert en disant, écoutez, nous sur ça aujourd'hui, surtout avec la concertation, le dialogue qu'il y a eu tout récemment sur la révision de tout ce qui est justice au Sénégal, il a été très favorable, très réceptif en nous disant que, écoutez, je vais pousser la réflexion pour qu'on voie comment améliorer, en tout cas, la détention des enfants en trouvant d'autres formules. Quand on lui a parlé du code de l'enfant, effectivement, là Hmm. aussi, il a été très ouvert en disant, écoutez, je n'ai pas encore pris le dossier en main, mais je vais prendre toutes les dispositions avec mes services pour pouvoir m'enquérir de la chose et pourquoi pas relancer la discussion sur ce dossier-là. Ça veut dire que là, c'est vraiment un élément Hmm. clé. Et sur la participation des enfants, rien que le lundi passé, il y avait une rencontre avec le directeur de la promotion et de la protection des droits des enfants pour pouvoir faire pousser l'installation d'un nouveau Parlement des enfants et que ce soit institutionnalisé, que ce ne soit pas juste un cadre de Hmm. participation des enfants. Et là, on a discuté, on a échangé et aujourd'hui, ils sont dans de très bonnes dispositions pour qu'en tout cas, dans les actions prioritaires sur lesquelles ils pensent qu'ils doivent travailler, que ça figure en bonne et due place. À côté de ça, on avait fait aussi Hmm. une étude pour voir quelle est la contribution de l'État sur la protection de l'enfant. Et on s'était rendu compte que ça faisait moins de 0,01% la contribution de l'État, Hmm. n'est-ce pas? Affecté directement à la protection de l'enfant. Et là, on a développé tout un dossier de plaidoyer qu'on a même présenté aux autorités pour leur dire, écoutez, il faut faire progresser le budget qui est alloué. Et on a vu quelque part qu'en tout cas, Hmm. lors du budget en cours, il y a eu une augmentation sensible de cela. Et parmi les éléments de plaidoyer sur lesquels nous travaillons, c'est un élément clé sur lequel nous pensons qu'en tout cas que les autorités vont devoir travailler et ils sont disposés avec nous à Hmm. collaborer dans ce sens. Hmm. Ouais, ouais. Ça donne un peu d'espoir et ça Mhm. montre que, en fait, il faut prendre la problématique est très complexe et multivariable. Et Tout à donc, il fait. faut prendre chacune des variables seule et travailler dessus pour arriver à des avancées qui peuvent asseoir et donner un précédent pour plaidoyer Mhm. pour d'autres avancées qui sont peut-être un peu plus sensibles et qui mettront un peu plus de temps à aborder. Tu as parlé Tout plusieurs à fois fait. des enfants. Donc, je sais que pour Terre des Hommes Suisses, les bénéficiaires sont non seulement vos partenaires locaux, donc ils bénéficient de tout ce qui est renforcement de capacité, appui technique, etc. Les bénéficiaires finaux, bien sûr, sont les enfants. Tu l'as Tout à mentionné fait. plus assez longuement. Mais ces enfants, ils font partie d'un système. Ils sont dans un système. Hein. Ils sont entourés d'abord de leur famille, après de leur communauté, ensuite des institutions plus larges, l'école s'ils sont scolarisés, etc. Parle-moi du travail que vous faites, parce que, par exemple, la participation des enfants. De mon expérience, j'ai vu que je travaillais surtout plus avec les jeunes que les enfants de bas âge. Et pour les jeunes, par exemple, on peut travailler beaucoup pour les outiller, leur donner des différentes voies pour la participation, etc. Mais souvent, la participation, ça reste théorique parce que la participation dans leur environnement le premier, c'est-à-dire la maison, la famille, ils ne participent pas aux décisions de la famille, on leur explique même pas. Et donc il y a un décalage où on leur dit participer et finalement dans le premier environnement il n'y a pas de participation. Est-ce que vous travaillez avec les familles et si oui, comment vous les impliquez? OK. Non, c'est intéressant parce que, comme je le disais, la participation infanto-juvénile est un des principes de la Convention des droits de l'enfant. Et nous considérons que, au niveau de Terre des Hommes, notre slogan, c'est de faire des enfants et des jeunes des acteurs de changement. Ça veut dire qu'ils ne soient pas seulement des bénéficiaires de nos interventions, mais qu'ils soient renforcés, préparés à pouvoir eux-mêmes défendre leurs droits et le droit de leur père. Ce qui fait que donc, on favorise beaucoup ce qu'on appelle les cadres de participation des enfants et des jeunes. Parce qu'on travaille effectivement avec les enfants jusqu'à 17 ans, mais aussi avec la cible jeune jusqu'à 25 ans. Donc, ce sont les deux cibles enfants et jeunes sur lesquels nous travaillons. Et avec eux, nous favorisons, mais ce sont les partenaires locaux qui mettent en place ces cadres de participation des enfants et des jeunes, qui leur servent d'abord d'espace pour se former sur leurs droits, mais aussi de cadre d'interpellation Mhm. des autorités et autres, mais aussi d'être consultés dans tout ce qui se fait.
Et tu sais, en matière de participation des enfants, il y a ce qu'on appelle l'échelle HAT, qui parle de plusieurs niveaux, de 7 niveaux, avec le niveau où les enfants sont informés, les enfants sont consultés, n'est-ce pas, etc., jusqu'à ce qu'il y a une collaboration entre les adultes et les enfants. Donc, il y a il y a aussi ce qu'on appelle les enfants en décoration, etc. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire, au départ, à quel niveau l'enfant se situe. Est-ce qu'on, c'est des enfants qui n'ont jamais fait de participation? Donc, il faut d'abord, le premier niveau, c'est de les informer sur le droit à la participation. L'autre élément, c'est que quand vous devez mettre en place des projets, il faut les consulter. Même si, in fine, la décision finale vous revient, mais au moins de savoir pour les enfants quelles sont les priorités sur lesquelles ils souhaiteraient qu'on travaille pour les concernant. L'autre élément à ce niveau, comme tu le dis, on travaille à 3 niveaux. Le premier niveau, voire même 4. Le premier niveau, c'est d'abord au niveau de l'organisation communautaire. Parce que si l'organisation communautaire ne travaille pas à favoriser la participation des enfants, elle ne peut pas préparer les enfants à pouvoir participer effectivement au niveau familial ou autre. Donc, on travaille à ce que l'organisation communautaire puisse, dans ses textes, dans ses pratiques, dans ses process, intégrer la participation des enfants avec tout un accompagnement sur le plan technique. À côté de cela, il y a également le niveau scolaire, où on essaie aussi de voir dans quelle mesure, au niveau des écoles, on peut favoriser des clubs, des cadres de participation scolaire des enfants, en encourageant les enseignants à être même les facilitateurs, les encadreurs de ces clubs. Le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle les clubs espaces communautaires. Parce que peut-être on peut avoir des enfants qui ne sont pas dans les mêmes écoles, ou bien qui habitent le quartier, qui ne fréquentent pas l'école, qui sont dans des ateliers de formation. Et là, c'est ce qu'on appelle les cadres de participation communautaire. Le dernier niveau maintenant qui devrait être in fine, avoir une incidence sur la participation des enfants, c'est comment faire en sorte que tout ce qu'on donne comme aux enfants en termes de formation, de bonnes pratiques, que ça puisse être valorisé au sein de la famille. Et là où il y a le blocage, effectivement. Parce que jusque-là, on se rend compte que si vous préparez les enfants, très souvent, et que les parents ne sont pas réceptifs, quelque part même, l'enfant est exposé. Parce que quand il va vouloir réclamer certains droits, alors que le parent considère que c'est juste un enfant, donc ça veut dire que l'enfant peut être même faire face à des questions de violence, etc. Ce qui fait que nous, ce que nous essayons de favoriser, ce que nous appelons la parentalité positive. C'est de préparer les parents à être des modèles, mais aussi à pouvoir comprendre les droits des enfants, savoir comment communiquer avec les enfants, comment mieux, en tout cas, se comporter avec leurs enfants. Et on a développé tout un guide sur ce que nous appelons la parentalité positive. Et au Mali, on a ce qu'on appelle, par exemple, les couples modèles, où c'est un mari, une femme, en tout cas qui constituent un modèle dans le quartier, etc. Et dans ce cas-là, ils servent de référence à d'autres familles, à d'autres enfants, pour que les gens s'inspirent, en tout cas, de leur façon de faire, de se comporter avec leurs enfants. À côté de cela, il y a aussi donc, ce que nous appelons le dialogue intergénérationnel, où on favorise des cadres de discussion, où les enfants, les jeunes, sont avec des adultes pour discuter, pour casser, en tout cas, ces blocages communicationnels de discussion sur des questions sensibles qui peuvent les intéresser. Donc, ils sont déjà assez préparés sur leurs droits à parler de tout ce qui est accès au droit à l'éducation, à l'alimentation, etc. Et pendant ce temps, les enfants quand même peuvent interpeller les adultes. Et comme je disais, les adultes parfois sont très même surpris par la maturité des enfants, de se rendre compte qu'ils soient aussi conscients de ces problématiques-là et puissent parler aussi avec beaucoup de respect de leurs droits sans utiliser des propos qui peuvent choquer. Et là, effectivement, c'est une forme aussi d'éducation, entre guillemets, des adultes et des parents, pour qu'ils comprennent que parfois, il est beaucoup plus facile pour un enfant d'interpeller que quand un formateur, un adulte comme nous, se trouve face à des adultes et soit là à leur dire, écoutez, les droits des enfants, c'est ça, etc., etc. Ça, vraiment, c'est plus ou moins les approches que nous essayons de favoriser au niveau des parents et des enfants et des jeunes. Et maintenant, on arrive aussi à mesurer donc ces actions sur le terrain à travers ce que nous appelons parfois les changements les plus significatifs, ou à travers des témoignages vidéo, nous interviewons des enfants, des adultes, pour leur dire concrètement, à travers les actions qui ont été menées, qu'est-ce que cela a eu comme incidence sur leur vie, sur la façon
d'interagir avec leurs enfants ou bien avec d'autres enfants. Et ça nous permet de voir parfois les progrès qui sont notés ou parfois les blocages qu'il y a. Et sur cette base, de réfléchir à des outils, à des approches. Et d'ailleurs, c'est sur cette base-là, de ces évaluations que nous faisons, sur ce que nous appelons la perception des enfants sur les changements, qui nous a permis d'arriver à développer un guide sur la parentalité positive pour aider les animateurs à avoir un support pédagogique qui leur permet de mieux faire des actions d'animation au profit des enfants, mais aussi au profit des adultes. Donc le guide de la parentalité positive a été développé sur le contenu des enfants, à partir du contenu et donc du feedback des enfants. Tout à fait, en partie, oui. Tout à fait, en partie. Ouais. Mais aussi en tenant compte aussi de l'étude de l'environnement, tout ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Très bien, ouais, c'est assez intéressant. Même, tu vois, les approches comme les changements les plus significatifs, cette approche qualitative d'évaluation, donner la voix aux bénéficiaires eux-mêmes, ça permet aussi de savoir, d'avoir des résultats ou de prendre conscience de résultats que vous n'aviez pas pensé nécessaires ou importants. Et on réalise qu'ils étaient importants au final pour eux. Donc ça, c'est très, très utile. Ça permet aussi d'avoir après des outils, ça peut devenir un outil, surtout si vous les enregistrez, des outils d'émulation pour que d'autres enfants voient que finalement ils peuvent se permettre de parler comme ça et que eux aussi peuvent contribuer à défendre leurs droits et de manière constructive et polie et respectueuse des traditions. Donc ça, c'est vraiment très bien. Notre dernière carte de laquelle on n'a pas parlé, c'était la pérennisation. La pérennité des acquis. Tu m'avais parlé un peu, tu avais dit que tu allais revenir à ça tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on fait déjà pour ne pas perdre les acquis, ne pas revenir en arrière, mais continuer sur une espèce de pente ascendante, de cercle virtueux de réflexion et d'échange. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place pour assurer cela, au-delà de la vie de cette intervention-là, dans la localité que vous ciblez, par exemple? Ça nous renvoie à la première carte sur la localisation, sur le partenariat. Parce que quelque part, nous, comme je disais, notre souci, justement, que la carte bleue, c'est d'arriver à nous rendre compte, est-ce que les organisations avec lesquelles nous travaillons, donc comme je disais, dans la phase d'identification, est-ce que les questions de gouvernance, donc de capacité à faire des actions, à avoir cet ancrage communautaire sont en place. Et on se rend compte que très souvent, ces organisations, leur point faible, c'est surtout le développement institutionnel. Ça, c'est toujours le point faible de ces organisations communautaires, même s'ils ont un statut d'ONG local, de tout ce qu'ils veulent. Et dans la pratique, vous vous rendez compte que parfois, c'est leur maillon faible. Ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à pouvoir installer des changements durables dans les actions qu'ils développent. Donc, nous, ce que nous faisons à ce niveau, c'est ce que nous appelons, donc, d'ailleurs, qui a été développé par l'OCDE et qu'on a essayé d'adapter, c'est-à-dire c'est le diagnostic des 5 capacités, qui, dès la phase pilote, qu'on fait avec le partenaire local, qui nous permet d'identifier ces capacités à s'adapter, à savoir faire des choses, à savoir, etc., etc. Et sur la base de ces capacités, on définit ce qu'on appelle une trajectoire de renforcement de capacité avec l'organisation, où l'organisation s'engage à côté de nous à prendre un certain nombre d'engagements en termes de changements qu'il faut apporter, soit sur 2 ans, à moyen, ou court ou long terme. Et tous les 2 ans, nous avons aussi développé ce qu'on appelle un outil de ce qu'on appelle la revue des trajectoires, qui nous permet aussi avec les responsables institutionnels, mais aussi techniques, de nous retrouver encore pour passer en revue cette trajectoire et voir en termes d'évolution où est-ce qu'ils en sont. Et c'est ça aussi, c'est pour ça nous, on considère à la fois les enfants et les jeunes comme bénéficiaires et le partenaire comme bénéficiaire aussi de nos interventions. Et avec ça, il y a ce que nous appelons les axes transversaux. Parce que quand il y a un partenaire qui travaille sur les questions de participation, de protection, nous pensons qu'il y a des piliers essentiels qui lui permettent d'installer des changements durables. Et sur ça, il y a ce que nous appelons l'amélioration des pratiques, des capacités de l'organisation pour qu'elle soit à même, au terme de notre intervention, de poursuivre son action au profit des communautés. Et parmi ces axes transversaux sur lesquels nous, on apporte notre expertise, c'est d'abord sur tout ce qui est lié aux questions d'équité de genre. Parce que tu ne peux pas parler sur la question des droits des enfants sans aborder la question d'équité de genre.
L'autre élément, c'est comment travailler à ce que ces partenaires soient renforcés sur le plan organisationnel, sur le plan institutionnel. Parce que parfois, c'est des organisations qui n'ont pas les b.a.-ba en termes de documents, tels que des manuels de procédure. Quand ils arrivent, ils te parlent de leur statut et règlement intérieur, alors que tu as besoin d'avoir des manuels de procédure. Quand ils reçoivent des budgets, il faut systématiser aussi des audits. Ou bien, si vous n'avez pas le moyen de faire des audits, d'avoir au moins un commissaire au compte qui puisse attester, certifier vos comptes. Ça, c'est des pratiques que nous essayons aussi d'encourager les partenaires à mettre en place. L'autre élément, c'est sur la gouvernance. C'est comment faire en sorte que si vos statuts disent qu'il faut faire l'Assemblée générale ordinaire de renouvellement tous les 2 ans, que ce soit quelque chose qui soit systématique et que vous respectiez aussi cette démocratie interne au sein de l'organisation en respectant vos textes. L'autre élément sur lequel nous travaillons, c'est de systématiser aussi les évaluations annuelles. Faire en sorte que l'organisation, à la fin de l'année, fait ce que nous appelons des bilans annuels, où il réunit les bénéficiaires, les responsables institutionnels et techniques, et ils font leur auto-évaluation. Et sur la base de cette auto-évaluation, ça leur permet quand même de rebondir, voir les éléments sur lesquels ils peuvent travailler. Le dernier, sur la base de ces auto-évaluations que chaque organisation fait, nous, on fait ce qu'on appelle après une rencontre interpartenaire, qui réunit tous les partenaires avec lesquels nous avons travaillé, et chaque partenaire présente ses résultats, ses difficultés, ses contraintes, et comment est-ce qu'elle compte avancer. Et en même temps, pendant ces rencontres bilan, on appelle ce qu'on appelle la foire ou bien le marché des bonnes affaires, des bonnes pratiques, où chaque organisation va avoir son stand et va présenter, et l'autre va venir pour lui dire voilà ce que j'achète chez toi et voilà ce que toi tu m'offres. Comme ça permet aussi de partager les bonnes pratiques des uns et des autres sans devoir faire appel à de l'expertise qui peut coûter cher. Ça, c'est aussi un élément sur lequel nous travaillons. L'autre élément, in fine, sur lequel nous travaillons, c'est d'encourager très fortement les partenaires dans tout ce qui est renforcement aussi de leur portefeuille financier. Parce qu'on se rend compte que très souvent, les organisations ont besoin d'argent pour continuer à travailler. Et nous, on essaie d'organiser régulièrement des formations pour ces personnels-là, pour qu'ils soient à même de répondre à des appels de projets qui leur permettent de diversifier leur portefeuille de partenaires techniques et financiers. Mais en plus de cela, pendant tous les 12 ans de collaboration, nous faisons en sorte que ces organisations disposent d'expertise humaine, d'expertise. Parce que parfois, ça ne sert à rien de financer un projet et que ce soit toujours les mêmes personnes qui étaient là, qui n'ont pas un certain niveau de formation ou d'expertise pour dérouler cela. Donc là, on renforce aussi en termes de prise en charge des salaires, etc., qui permet de supporter, d'avoir de l'expertise qui permet au moins de pousser l'organisation. L'autre élément, in fine, on se rend compte que les organisations aussi, en termes de charges de fonctionnement, ça leur coûte cher, surtout par rapport à tout ce qui est charge locative. Donc, on essaie de réfléchir aussi avec ces partenaires, comme ils ont une assise communautaire, de comment trouver dans leur localité un espace, un terrain, un local, que, en tout cas, le propriétaire serait disposé à mettre à leur disposition en leur vendant ça à un prix raisonnable. Et eux, avec d'autres partenaires, par exemple, ils arrivent à pouvoir équiper, moderniser, rendre fonctionnel et en faire un centre polyvalent qui leur permet d'avoir un bureau, mais aussi de mener des activités autres. Et c'est comme ça, plus ou moins, que nous arrivons à pouvoir, en tout cas, renforcer les partenaires dans une perspective de pérennisation. Et on pense que tous ces éléments combinés, en tout cas, peuvent aider des organisations à pouvoir donc s'autonomiser progressivement, mais tout en diversifiant aussi leurs sources de financement. Oui, je crois que là tu as touché à tous les points qui bloquent ou qui sont un peu à la source des détracteurs de la localisation. En tout cas. C'est-à-dire, les organisations n'ont pas de système, elles ne peuvent pas gérer de l'argent, elles ne peuvent pas mettre en place un process qui se tienne. Et je crois que tu as raison parce que je crois qu'ils peuvent le faire, ils ont besoin d'appui, ils ont besoin d'un financement dans la durée. Parce que la projectisation de l'aide où on a un projet pour 2 ans, ça te permet de recruter des gens, finalement, qui vont partir. Toi, tu n'as pas d'argent pour mettre en place des systèmes, des process, des procédures. Tout ça demande de l'argent et demande comment on appelle ça, si tu veux, de savoir que tu as de l'argent pendant quelques années, parce que
ça prend beaucoup de temps de Tout à fait. former, de former d'une part, et puis après de parfaire au fur et à mesure Tout à que fait. les erreurs se font dans la pratique. Tout Et à ça, fait. c'est très intéressant que tu nous dises. Ce que tu disais avant sur les différentes approches, comme aller demander à la communauté elle-même des espaces qui pourraient être mis à la disposition de, des ONG, etc., pour essayer de baisser un peu au moins les coûts de location, les charges locatives, etc. Tout à fait. C'est intéressant parce que ça me fait penser tu sais, on dit, les Américains ou les Anglais, ils ont une expression qui dit It takes a village to raise a child. Yeah. Yeah. Donc il faut un village pour élever apporter un des enfant. Et choses. c'est vrai qu'à l'époque, tout le monde dans le village était aussi parent de l'enfant. Et maintenant, c'est un Tout peu à fait. ramener aussi le village au profit de ce qu'on veut essayer de faire. Ça, Tout à fait. c'est très, très intéressant. Avant de quitter Khadim, je voulais juste que tu me parles un tout petit peu. On a beaucoup parlé du Sénégal, qui est une démocratie, comme les dernières élections l'ont montré. Il y a quand même une assise au niveau de la société civile, etc. Je pense qu'elle existe aussi au Burkina. Au Mali, elle a été un tout petit peu mise à mal ces dernières années, on va dire. Mais à Haïti, au vu de ce que je vois aux nouvelles, comment est-ce que vous arrivez à travailler et même avoir des partenaires et avoir des réunions et avoir ce genre d'engagement à long terme dans un pays où la situation est aussi volatile qu'à Haïti? Je voulais que tu me parles un tout petit peu de ces contextes qui sont très, très changeants, très rapidement, dans le travail à long terme que vous essayez de faire. En tout cas, comme tu as dit, on est dans un contexte, surtout en Afrique de l'Ouest, où effectivement on fait face à des situations assez difficiles, surtout avec des régimes militaires qui ont pris le pouvoir. Là, ça pose problème. Mais maintenant, à côté de ça aussi, la conséquence, c'est que c'est la restriction de certaines libertés. Même si c'est dans une perspective d'assainir l'environnement d'intervention, connaître qui est qui fait quoi. C'est ça le bon prétexte qui est avancé. Mais on se rend compte que quand même l'avantage, c'est que si je vois le cas du Burkina, du Mali, ils ont quand même des plateformes qui réunissent des organisations internationales qui arrivent tantôt à se mettre en place et à pouvoir parfois quand même apporter des réponses, en tout cas positives, quand on leur reproche leur façon de faire autre. Maintenant, pour le cas d'Haïti, on a eu une rencontre des coordonnateurs nationaux et régionaux à Genève, ça fait une semaine. Et là, il y avait notre coordonnatrice d'Haïti qui était avec nous. Aujourd'hui, on a vu que l'aéroport est ouvert, les gens arrivent encore à se déplacer. Mais depuis quelques années, on avait vu tout était fermé. C'était vraiment le chaos total. Et jusque-là, d'ailleurs. Ce qui fait que donc nous, l'avantage à ce niveau-là, c'est comme je dis, le fait de travailler avec un personnel local, c'est déjà une plus-value pour nous. Parce que ce n'est pas des gens qui sont perçus comme des expatriés qui viennent envahir. Surtout que quand même en Haïti, on a de très mauvais souvenirs de tout ce qui est intervention des casques bleus, de l'humanitaire, surtout en termes de gens qui viennent pour sauver, alors que dans la réalité, qui ont été quand même acteurs ou accusés quand même de beaucoup de cas de violence ou bien de situations malheureuses qu'on a dû vivre là-bas, etc. Maintenant, nous, la particularité, c'est que jusque-là, en Haïti, on ne travaille pas avec des organisations communautaires. On travaille avec les écoles. Parce que tu sais qu'au niveau de Haïti, l'école, même si on parle d'école publique, l'école est quasiment privatisée. Ce qui fait que donc ça pose un réel problème au niveau des... Donc ce qui fait que donc ça fait un réel problème au niveau de Haïti de devoir travailler avec des organisations. Ce qui fait que donc nous, on met le focus plus sur les écoles avec qui nous travaillons, avec nous collaborons à ce niveau-là. Donc c'est comme ça que nous essayons de travailler. Maintenant, en même temps, tu sais, on a plusieurs villes avec des réalités difficiles. Si tu prends par exemple ceux qui sont à Logan ou bien ceux qui sont à Port-au-Prince, etc. Donc naturellement, même pour se déplacer, c'est difficile. Ce qui fait que donc on a des animateurs qui habitent dans ces mêmes localités, qui connaissent très bien les communautés, qui sont peut-être facilement identifiables par les gangs, tout ça, et qui leur donnent cette facilité de déplacement, de mobilité pour aller appuyer les communautés à travers, par exemple, l'intervention que nous faisons dans nos écoles. Donc jusque-là, nous, notre intervention est circonscrite au niveau des écoles, mais pas directement dans la communauté. Et c'est ça qui fait peut-être que jusque-là, on n'a pas beaucoup de difficultés à pouvoir travailler là-bas.
même si on se rend compte que c'est très difficile quand même pour les humanitaires. Maintenant, la contrainte que nous avons, c'est que par exemple, nous, en tant que responsables institutionnels basés à Genève, ici par exemple comme coordinateur régional, on n'a pas parfois la possibilité de nous déplacer pour aller faire un suivi des visites sur le terrain à Haïti. Parce que quelque part, ça présente beaucoup de risques, d'abord pour se déplacer, mais même aussi pour être sur place et apprécier un peu la situation. C'est ça un peu les limites que nous avons aujourd'hui au niveau de Haïti. Mais on sait qu'avec la technologie, ça nous permet, avec des suivis toutes les semaines, en mettant en place un système d'alerte précoce, de suivre la situation avec nos équipes terrain. Et chaque fois qu'il y a une situation, d'insister sur les mesures de sécurité, de prévention qu'il faut mettre en place, que ce soit pour le personnel, mais aussi pour les enfants et les responsables des écoles avec lesquels nous travaillons. Oui, très bien. Donc en fait, vous avez différents points d'entrée selon les situations, selon le contexte. Tout à fait. Tout à fait. Essayez de les saisir et de les utiliser à votre à bon escient. Très bien. Tu sais, je voulais te remercier. Je pense que on a fait le tour de la question. On pourrait en discuter encore beaucoup, mais Tout à fait. mais le temps est. On est arrivé au bout de notre conversation. Merci infiniment, Khadim. Merci à toi. Pour ton partage, et je vois que tu es toujours aussi passionné, et aussi j'ai beaucoup apprécié dans ton partage l'ancrage de toute intervention dans la réalité dans laquelle elle se trouve et qu'elle est menée par les enfants du pays, j'allais dire. En tout cas, merci à toi. C'est un plaisir aussi de te retrouver et de voir toujours aussi ta passion sur les questions de développement, tout ce qui est lié aussi au changement transformationnel. Et c'est tout heureux, en tout cas, de te retrouver toujours en pleine forme, quoi. Bonne continuation pour ce projet. Oui, merci Khadim. Merci à toi. Inch'Allah. Et bonne fête. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Merci à toi. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez trouvé la conversation d'aujourd'hui utile et riche en idées et informations. Si vous pouviez prendre une minute pour laisser un commentaire, ce serait super. Et si vous travaillez au changement social et voudriez partager ce que vous faites et comment vous le faites, contactez-moi. Une dernière chose, si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire pour être les premiers informés de la sortie d'un nouvel épisode. En attendant le prochain, soyez le changement.